Juliane, 4e épisode. Je rallume mon téléphone 30 minutes après. Une tonne de messages. Premier message, du coup, mon père, tu vois, qui crie, qui m'insulte. Genre, qu'est-ce qu'il te dit? C'est des insultes en arabe, tu vois, mais qui me traite d'animal, qui me traite de merde, que j'étais un bon à rien, qui me dit c'est quoi ce truc, c'est quoi ce papier, t'es complètement malade. Des appels manqués. Et le deuxième message vocal, où en fait j'entends ma mère pleurer, tu vois. Mais ça dure pas, ça dure quelques secondes, puis ça raccroche. Et il m'appelle à ce moment-là, donc je décroche, mais dans un état de stress, pas, tu peux même pas imaginer. J'étais là, genre, mais qu'est-ce qui est en train de... Enfin, et en fait, j'étais là, genre, mais qu'est-ce que j'ai fait, au final? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je leur ai dit, tu vois? Et là, en fait, mon père m'appelle, il me dit, t'es où? Donc, je lui dis, chez des amis et tout. Et en fond sonore, j'entends ma mère pleurer, mais d'une façon où je l'ai jamais entendue pleurer comme ça, tu vois, genre... j'avais l'impression qu'elle pleurait de chagrin. En fait, à ce moment-là, j'avais l'image... Tu sais, parfois, on dit des gens, ils meurent de chagrin. J'avais l'impression à l'entendre qu'elle était en train de mourir de chagrin en pleurant, tu vois. Tellement ses pleurs étaient intenses et j'avais l'impression que ça venait du fond de son cœur, tu vois. Ça m'a mis mal, tu vois. Il me dit, t'es où? Donc je lui dis où je suis. Enfin, je lui dis, je suis chez des potes. Il me dit, ok, on vient te chercher. J'étais stressé, j'avais peur. Ça, je peux te dire que j'étais stressé, que j'avais peur. Mais obéissant, c'est-à-dire ils te disent on vient te chercher et tu obéis. J'ai obéi, ouais. J'ai obéi, mais pourquoi j'obéis? Parce que j'entends ma mère en train de pleurer, donc je culpabilise. Quand j'ai eu mon père au téléphone, il était d'une voix très calme et pas violent. Donc, je me sentais pas en danger spécialement. Tu vois, à ce moment-là. Et voilà, c'est pour ça que j'ai donné l'adresse tout de suite. Donc je les attends en bas, j'attends la voiture qui arrive. Donc la voiture arrive, et là ils me voient avec mon sac. Donc tu vois, ils avaient pas vu que j'avais pris mes affaires avec moi. Donc déjà ils étaient étonnés que j'ai mon sac. Je monte tout seul dans la voiture, ils descendent pas m'aider. Je monte avec mon gros sac, du coup c'est avec la main, personne descend, genre je monte dans la voiture. Ils me demandent ouais, pourquoi t'as un sac? Je dis bah j'ai pris mes affaires au cas où ça se passait pas bien, comme ça j'allais partir. Et là silence, tu vois, dans la voiture. Personne parle, on commence à prendre la route. C'était en pleine nuit, tu vois, là il devait être minuit, 1 heure, tu vois, un truc comme ça, 1 heure, 2 heures, enfin c'était le début de la nuit, profonde on va dire. Et là en fait, il commence à parler dans la voiture, enfin à me parler, à dire des choses que j'avais pas anticipées, auxquelles je m'attendais pas. En fait, je m'attendais à ce qu'ils me disent reviens plus chez nous. Et dans ce cas-là, j'avais mon sac qui était prêt. J'étais là, genre bon bah c'est bon, ils m'ont dit reviens plus chez nous, j'ai mes affaires, je vais faire ma vie. Mais là, ils m'ont pas dit ça, mais ils m'ont dit d'autres choses qui sont aussi horribles, tu vois. Ils ont commencé à me parler, mais de manière très calme en fait, tu vois, tous les deux, en me disant déjà en me posant des questions genre depuis quand t'es comme ça. Donc moi j'étais mutique, tu vois, je répondais pas. Mais surtout les souvenirs que j'ai à ce moment-là, enfin les paroles, c'était de la mauvaise bienveillance dans le sens où il me parlait comme si j'étais malade en fait. Mais genre littéralement malade. Genre t'inquiète pas, il y a des trucs qui existent pour ça, on peut changer ça, tu peux ne pas rester comme ça si tu le veux, il y a des trucs qui existent, le plus important c'est que ça change et que tu restes pas comme ça. Et en fait, j'étais un peu décontenancé par ce discours-là de personnes malades, tu vois. Et genre, y a pas de ça chez nous, tu peux pas grandir comme ça. Mais à me mettre dans une position
de faible et de personne qui n'a pas son mot à dire et qu'il fallait soigner. Tu vois, il y a plusieurs fois, ils m'ont dit le mot « on va le soigner, on va s'occuper de toi ». Comme s'il y avait un mal à soigner, tu vois. Et toi, tu te dis quoi, que effectivement t'es malade? Pas encore à ce moment-là. Dans la voiture, tout ce discours de « on va le soigner, on va s'occuper de toi, on va pas te laisser tomber, on va pas te laisser comme ça, t'as pas ça en toi pour la vie entière ». Tu vois, des paroles un peu comme ça. Je te les retranscris de manière différente parce que tu vois, c'était en arabe, mais c'était à peu près ça, tu vois, ce qu'il me disait. Et de temps en temps, il n'y a pas de ça chez nous, tu vois. Chez nous les Libanais, j'entends. Et le rapport à Dieu, c'est pas accepté par Dieu, c'est un péché, tu vois, un peu mélangé, mais de manière encore calme, enfin très calme, tu vois, sur le moment. On arrive à la maison, du coup là je vais dans ma chambre, et là je pleure en fait, tu vois, je me pleure, je me dis mais putain, qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce que je viens de faire en fait? Est-ce que j'ai les épaules là pour Attends, ça me donne des frissons. Est-ce que j'ai les épaules, tu vois, pour assumer ce que je viens de faire, et en même temps, on dirait que je viens de faire un délit, tu vois, j'ai rien fait de mal, mais j'étais là genre, non, qu'est-ce que je me suis foutu? Ils viennent me voir dans ma chambre. Là, du coup, ça a duré toute la nuit, en fait. Pendant toute la nuit, j'avais mes deux parents qui venaient, mon père et ma mère, qui étaient avec moi dans la chambre, ou chacun à leur tour, qui s'alternaient pour parler avec moi, pour me poser des questions, mes questions hyper intimes sur ma sexualité, sur ma position en tant que homo au lit, pour essayer de comprendre quand est-ce que ça avait commencé, comment ça avait commencé. Et là, j'étais mutique. Là, en fait, à partir de ce moment-là, j'étais mutique. En fait, à partir de ce moment-là, le discours était clair, tu vois. Il n'y a pas de ça chez nous. Chez les Libanais, ça n'existe pas. C'est parce qu'on est venu en France que ça t'est arrivé. C'est parce que tu traînes avec des gens, tes potes français, que c'est comme ça. Et la part de culpabilité, tu vois, par rapport à eux. Ma mère qui me dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et ce truc-là de, tu peux t'en sortir, on va t'aider, ça peut changer. Ça, c'était toute la nuit. Et en fait, moi, au fur et à mesure, la nuit, pas encore, mais tu sais, j'étais un peu choqué là de ce qui était en train de se passer, tu vois. Au petit matin, on finit par dormir un petit peu. Tu mets des guillemets avec tes doigts. Parce que j'ai pas réussi à dormir. J'ai dormi genre une demi-heure, tu vois, vers 5h ou 6h, un truc comme ça. Donc, je me suis réveillé dans un état de fatigue extrême, enfin, physique et mentale. Et là, en fait, pareil. Au petit matin, ce même manège de ma mère dans ma chambre ou mon père dans ma chambre, mon frère qui était pas là, en fait, à ce moment-là. Ou mon père dans ma chambre qui s'alterne pour me parler, pour essayer de me faire changer d'avis, pour essayer de me faire changer, pour me dire que c'était pas normal, que j'étais malade, que c'était un truc à changer chez moi, que je pouvais pas vivre comme ça, que je pouvais pas être médecin et être comme ça, que je pouvais pas être libanais et être comme ça, que chez nous il y avait pas ça, que c'était interdit par la religion, que c'était dégueulasse ce que je faisais, que c'était contre nature, que Dieu il acceptait pas ça. Et tu vois, j'avais ça en boucle, que ce soit ma mère, mon père, les deux ensemble, pendant toute la journée de dimanche, tu vois. Et du coup, moi, quelle image ça En plus, tu vois, imagine-moi dans ma tête à ce moment-là, tu vois. En plus, ouais, j'étais dans un état second, en fait. En fait, tout ce que je te raconte là de bourrage de crâne, ça a duré pendant plusieurs jours, tu vois. Jusqu'à mardi, tu vois, j'étais enfermé dans ma chambre et ils s'alternaient pour me parler, tu vois. Il y a eu des pics de violence, il y a eu des moments moins violents. Ils voulaient que je leur donne des noms exactement des mecs avec qui j'ai eu ça, tu vois.
qu'est-ce que ça me procurait en moi. Le rapport à la religion en me citant, tu vois, des trucs de la Bible ou genre Sodome et Gomorrhe, tu vois. Les trucs de destruction de des homosexuels par Dieu et qui n'étaient pas du tout acceptés, que c'était un péché. Il me disait, en fait, ce que t'as en toi, c'est une pulsion. Il faut que tu te battes contre ça. Si t'arrives pas à te combattre ça, c'est que t'es faible. Pour illustrer leurs propos, ma mère, elle me disait, moi j'ai déjà eu cette attirance-là, hyper marrant, qui me dit, moi quand j'étais plus jeune, j'ai embrassé une fille. Tu lèves les yeux au ciel. Ouais, non mais, cette pulsion-là, elle a embrassé une fille une fois dans sa vie. Non mais lol. Elle me dit, j'ai embrassé une fille et je l'ai plus jamais refait après. Je me suis battu, enfin, elle m'a pas dit je me suis battu contre ça, mais elle essayait de mettre ça en parallèle par rapport à moi, ce qui m'arrivait. Mon père qui me dit, moi quand j'étais plus jeune, je prenais de la cocaïne. J'avais plusieurs fois où j'ai pris de la cocaïne, il y a un moment où j'en prenais pas mal. C'était un besoin en moi, genre j'avais besoin d'en prendre. Et au bout d'un moment, j'ai réussi à me retenir, à arrêter d'en prendre. Je suis sûr que toi tu peux faire pareil avec ça. Tu peux choisir de pas le faire. Tu vois, il y avait ce truc-là de choix, en fait, dans leur tête. Genre, tu choisis d'être homosexuel. Ils m'ont demandé qu'est-ce qu'on a fait, en fait, pour que tu sois comme ça. Tu vois, qu'est-ce qu'on a fait, nous, dans notre éducation, pour que tu sois comme ça. Et moi, tu vois, je leur ai dit rien. Tu vois, en fait, il y a eu quelques moments où je prenais la parole. Quand ils m'ont demandé ça, tu vois, je disais, bah, vous avez rien fait. Les autres moments où j'ai parlé, c'est quand ils me disaient que c'était à cause de Ils connaissaient mes amis. Ils commençaient à citer mes amis, tu vois, à me dire c'est à cause d'eux. Tu sors dans des endroits bizarres avec eux. C'est parce que ça fait... on te laisse trop de liberté, et du coup, ils t'amènent dans des endroits bizarres. C'est à cause d'elle. Et tu vois, ils citaient en fait quelques amis qu'ils avaient vus de Daphné, etc. Enfin, Daphné, ils m'ont demandé du coup aussi sur Daphné. Tu vois, je leur ai dit c'était pas vrai. Que j'ai menti, tu vois, pendant ce temps-là. Et du coup, ils l'ont prise en grippe. En fait, elle aussi. C'est ta partenaire, tu vois, dans ce mensonge. J'ai l'impression que t'étais en état de choc. Ah mais ouais, bah bien sûr. Quand j'ai raconté à mon psy et quand j'ai revécu ça 9 ans après, là, il y a pas longtemps, tous les souvenirs enfin, beaucoup de souvenirs me sont revenus. Et il y a des trucs sur lesquels c'est compliqué de revenir. Et puis même là, de t'en parler, je me rends compte que j'ai l'impression d'avoir aussi oublié là certaines choses, même dans les détails de ce moment-là, tu vois. En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est comme si t'étais mis en arrestation et face à un interrogatoire de police, t'étais un criminel, quoi. Exactement, ouais, c'est ça. J'étais traité comme un criminel, bah, surtout à partir dimanche, dans un état... Comme je t'ai dit, il me parlait parfois de manière calme, puis mon père s'énervait quand il me voyait mutique. Il me mettait quelques coups, il m'insultait. Du coup, moi, ça me donnait encore moins envie de répondre aux questions. Puis il se recalmait, parce que du coup, ma mère le calmait, lui dire c'est pas comme ça qu'il va changer, c'est pas en t'énervant que tu vas le changer. Donc du coup, il se recalmait. Puis il se réénervait. Puis au moment d'un pic d'énervement, il me dit tu me donnes ton téléphone. Comme c'est à cause de tes potes, tu vas plus parler à personne. J'avais plus de téléphone. Tu leur as donné ? Ils l'ont récupéré. C'est pas je leur ai donné, c'est ils me l'ont pris. Mmh. J'ai eu le temps de... Je me suis battu, tu vois. Enfin, battu. Je leur ai pas donné tout de suite. J'ai eu le temps de noter le numéro de Daphné, d'Alice, tu vois, sur un bout de papier, dans la salle de bain, avant de lui donner. Tu vois, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça et j'ai bien fait, mais j'ai noté 2 numéros de téléphone. J'ai gardé le papier avec moi et je lui ai donné, et il a pris mon téléphone. Ouais, il a pris mon téléphone. On arrive à dimanche. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, c'est décousu, mais en même temps, c'est hyper intense ce qui se passe, mais il se passe tellement de choses en peu de temps, et j'ai l'impression d'être fragilisé psychologiquement, tu vois. J'ai pas beaucoup dormi, on me traite comme un malade criminel, on m'enlève mon téléphone, on m'harcèle de questions, on me martèle des choses, tu vois, qu'on me met dans la tête, on me parle de religion, on me dit que, genre, je peux pas être comme ça, on me... Tu vois, j'ai l'impression qu'on me... Attends, on va faire une petite pause. En fait, on me fragilise, genre, tu vois. On me détruit un peu de manière... On me détruit psychologiquement pour que je puisse plus répondre, tu vois, et que je puisse plus me défendre.
que j'ai la capacité même de répondre. Et voilà, ça dure dimanche, lundi, j'étais censé être à la fac. J'ai interdiction d'aller à la fac. Mon père, il veut pas que j'aille à la fac, il veut que j'arrête médecine. Il me dit non, tu peux pas être médecin gay. C'est fini médecine, tu restes à la maison. Je suis à la maison sans portable, je peux pas sortir. Je suis dans ma chambre, seul. De temps en temps, il vient, il me parle. Moins, tu vois, que les 2 jours, mais de temps en temps, toujours là. Le soir, ma mère qui vient, tu vois, qui rentre du boulot. Pareil, tu vois, ils se remettent à 2 à me reparler. Et là, en fait, moi, je commence à... Tu vois, lundi, mardi, mardi, en fait, je commence à croire, là, ce qu'ils me disent, tu vois. Bah... En fait, je commence vraiment à croire que je suis homo à cause de la France, tu vois. Donc, c'est-à-dire que c'était un lavage de cerveau? Ils t'ont bourré le crâne? Bah, en quelque sorte, ouais. Et tu finis par les croire? Ouais, je finis par les croire. Je finis par me dire, en fait, ils ont grave raison. Je suis en train de leur faire trop de mal, là. Parce que il y a des moments où mes parents, ils pleuraient, ils se faisaient des crises de larmes, tu vois, devant moi pendant ces quelques jours. Et du coup, moi, en tant qu'enfant, tu vois, la culpabilité de les voir devant moi. Mon père, pareil. Mon père qui me fait du chantage au suicide, tu vois. En me disant que si je restais comme ça, il allait se suicider. En allant prendre des comprimés, on voulait les avaler. Enfin, tu vois, il y a des... Il me mettait dans une position où, bah, forcément, tu vois, j'avais pas envie, moi, de les voir comme ça et d'aboutir à ça. Du coup, la facilité, c'était quoi? C'était d'être hétéro. Du coup, pour être hétéro, la solution, là, qu'eux, ils m'apportaient, c'était... C'est pas toi qui es comme ça, mon fils, c'est les gens qui t'ont transformé comme ça. Et du coup, moi, en prenant du recul, j'étais là, mais en fait, ils ont peut-être raison. C'est peut-être la France qui est comme ça. Peut-être que c'est à cause de mes potes qui me font croire qu'en fait, c'est normal d'être homo. Mais en fait, c'est pas normal. Peut-être que si j'arrête de les fréquenter et que si je traîne avec des Libanais, je peux changer ce truc-là en moi. Tu vois, je suis arrivé à ce moment-là, quoi. Je leur ai dit, hein. Je vais changer. Vers le mardi, je leur ai dit, tu vois, En fait, tu vois, même à ce moment-là, pour eux, en fait, je voulais changer, tu vois. C'était pas pour moi, parce que ça montre à quel point leur réaction est égoïste, hein, parce qu'ils ont réagi en pensant juste à eux à ce moment-là, sur un truc qu'ils ne connaissaient pas. Et que, du coup, moi, ça m'a poussé à dire des choses juste pour qu'ils soient bien et pas trop mal, tu vois. Pour pas qu'ils se suicident, pour pas... Et la maladie, toujours. Tu vois, mon père, il est cardiaque. Ma mère... Enfin, tu vois, toujours ce truc-là. Enfin, il me faisait du chantage au suicide, mais du chantage aussi à j'arrête de prendre mes médicaments si tu restes comme ça, tu vois. Enfin, des choses qui se font pas. Le mercredi, ils me disent le soir... Donc, tu vois, pareil, toujours à la maison, toujours pas le droit de sortir. Parce qu'à un moment, genre, je voulais essayer de sortir, aller voir ma potinesse du collège. Mon père, il voulait pas que je sorte. Donc, tu vois, à la maison, enfermé, en fait, tu vois, séquestré d'une certaine façon. Sans téléphone, sans contact avec l'extérieur. C'est pour ça que je te dis fragilisé, c'est qu'ils m'ont coupé, en fait, du monde extérieur pendant quelques jours. J'ai pas été emprisonné pendant des mois. Mais en fait, tu vois, entre ces quelques jours, en me coupant des seuls gens qui me soutenaient, moi, à l'époque, et avec qui je me sentais bien en tant qu'homo, en me retirant mon téléphone, en me retirant tout ça, j'étais trop fragilisé, tu vois, j'avais que 21 ans. Et ils viennent me voir dans ma chambre, donc mon père et ma mère, ils me disent bah, habille-toi, on y va. Enfin, on va quelque part. Je leur dis ouais, on va où? Et ils me disent non, mais t'inquiète, habille-toi et tu viens, quoi. À suivre.